Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2021. Je me tiens ici au Trocadéro. Je suis sur le parvis des droits de l'homme qui avait été inauguré en 1985 par le président François Mitterrand. Et je crois qu'à l'époque il avait reçu, enfin non, il n'avait pas encore reçu, c'est après qu'il a reçu Nelson Mandela. Parce que M. Mandela a été libéré un peu plus tard. Bon. Mais donc je me tiens ici pour vous donner mon point de vue, mon sentiment sur le discours historique prononcé par le président Laurent Gbagbo lors du congrès qui s'est tenu à Abidjan, le 16 et le 17 octobre 2021 justement. Alors, un discours historique et puis très détendu, hein, comme à son habitude. Ce monsieur est un homme du peuple, c'est pas nouveau, mais en tous les cas, ceux qui n'ont pas pris le temps d'écouter un peu ces discours où quand il s'exprime, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il donne des leçons de vie. C'est-à-dire que quand on a décidé de venir servir l'intérêt général, il faut être proche du peuple. Et ce monsieur est un homme du peuple. On le sait depuis fort longtemps, mais je veux dire que le discours qu'il a prononcé justement là, pour clôturer ce congrès-là, qui a participé à la création de son parti, qui s'appelle le PPA, donc je crois Parti des peuples africains. Rien que ça. Et section Côte d'Ivoire. Alors évidemment, un clin d'œil au PDCI RDA. C'est dire que lui, le combat qu'il a livré avec Houphouët-Boigny, bon là aussi c'est une continuité parce que c'est une question de génération. Et c'est très très intéressant ces discours-là. Comme d'habitude, il dit des choses simples et puis avec beaucoup d'images. Comprenez? Donc là, c'est extraordinaire. Il a surpris beaucoup de gens. Moi, je fais partie des gens qui ont été surpris parce qu'on peut espérer qu'il fasse le choix d'un parti panafricain, mais par contre, de là à ce qu'il le fasse réellement, il passe à l'acte, c'est fort intéressant, surtout pour les générations d'aujourd'hui et les générations à venir. Lors de son discours, il a énuméré pas mal de choses. D'abord, il a commencé par remercier tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est pas à 100% parce que il y a des gens qu'il n'a pas remercié, mais bon, on ne va pas lui en tenir rigueur parce que c'est un homme averti, c'est un homme d'expérience. Et je dois dire que moi je suis toujours à l'écouter avec le sourire. Mais j'ai précisé aussi que M. Gbagbo, quand il était au pouvoir, je ne le regardais pas du tout. Hein. Oui, parce que voilà, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, parce que voilà. Mais lui-même, il tire les leçons puisqu'il a dit on avait fait des erreurs et c'est la raison pour laquelle maintenant il est question de créer une formation politique qui s'adresse à la génération d'aujourd'hui et surtout la future génération. Et de dire quoi? Et de dire que arrêtons de se mentir à nous-mêmes. C'est-à-dire que les pays africains ont été segmentés par la conférence de Berlin. C'est à la conférence de Berlin, souvenez-vous, qu'a été décidé la répartition, le partage du gâteau par les Occidentaux, c'est-à-dire les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Néerlandais, les Belges, les Italiens, les Allemands. Vous voyez? Donc tout le monde, en tout cas les pays européens se sont fait plaisir lors de cette conférence-là. C'était en 1884-1885. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais il est question maintenant de ne pas faire les erreurs du passé et donc de reprendre le flambeau des anciens, des dévanciers, comme diraient les Ivoiriens. Il a cité Kwame Nkrumah, ben oui, le père du panafricanisme, voilà, en Afrique, parce que évidemment il y a les Marcus Garvey, hein, les frères de la diaspora caribéenne, jamaïcains, new-yorkais, enfin, jamaïcains, américains, et puis d'autres. Mais en tous les cas, dans son discours, il a cité Kwame Nkrumah, et de dire que nous sommes ridicules à bomber le torse pour dire que nous sommes premier producteur de cacao, et puis il a parlé d'aller à des sommets, il a rencontré l'expérience avec la Chine, je crois lors d'une manifestation, et il disait que il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire qui flottait, puis il y avait le drapeau de la Chine. Mais il dit, mais quand on y réfléchit, en fait, on ne pèse pas la même chose. La Chine, ils sont gentils, et d'ailleurs même quand on n'est pas là, ils se marrent bien, parce qu'ils nous prennent pas au sérieux. Voilà. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui le moment est venu que les États-Unis d'Afrique, hein, qui était le rêve de Kwame Nkrumah, des Modibo Keïta, des Haïlé Sélassié, enfin la liste est longue, les pères de l'indépendance comme je l'appelle, avec le respect. Hein. Donc il dit le moment est venu de se mettre
à la tâche, mais réellement et sérieusement. C'est-à-dire que moi, je suis flatté, je suis bluffé par ce discours-là, mais maintenant ce qu'on attend, c'est la pratique. Et puis j'ai dit toujours que c'est un monsieur qui est désintéressé, mais par contre ce que je lui reproche toujours, c'est le casting qu'il fait pour les gens qui vont le conseiller, pour les gens qui vont travailler avec lui. Voilà, parce que ce qui se passe avec l'expérience qu'on a vécue déjà par le passé, et puis il s'est fait arrêter, emprisonné pendant 10 ans, c'est qu'il avait autour de lui beaucoup de gens qui étaient cupides, c'est-à-dire des gens qui venaient faire de la politique pour s'enrichir. Alors que lui-même, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, ben, c'est servir l'intérêt général, servir son peuple, évidemment. Et donc, il a raconté beaucoup de choses très intéressantes à vraiment analyser et puis à méditer. Mais oui, parce qu'il dit, quand tu es reçu à l'Élysée, eh ben, tu es content de toi. Alors qu'en réalité, quand tu tournes le dos, les mecs ils se marrent. Parce que ton pays ne représente rien du tout. La zone CFA, là, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, je crois que c'est à eux qui s'adressent en particulier. En particulier. Parce que l'Afrique en général et la zone CFA en particulier. Parce que c'est vraiment les derniers de la classe. Et il prend l'exemple, lui, avec l'expérience qu'il a, puisqu'il a dirigé le pays pendant 10 ans, avec les péripéties que nous savons. Vous voyez ? Eh bien, il a fait ce qu'il pouvait. Et puis, il a décrit aussi ce qu'il a pu réaliser, c'est-à-dire le tronçon, l'autoroute entre Abidjan et Yamoussoukro, en ayant emprunté, je ne sais pas, il dit un pays arabe, alors je ne sais pas si c'est l'Algérie ou le Maroc, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit un pays arabe. Donc, vous pouvez réécouter, je vais vous envoyer le lien de son discours, ou vous-même vous tapez sur YouTube, vous retrouvez ça facilement, parce que c'est l'actualité. Donc, le président Gbagbo, encore une fois, il a vraiment, créé la surprise par la création de ce parti, le PPA, section Côte d'Ivoire. Et je vous dis, là, le clin d'œil à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, à l'époque, avait créé à Bamako le RDA, Rassemblement Démocratique Africain. Et puis, il y a la section Côte d'Ivoire. Et puis, il y avait la section de Guinée avec Ahmed Sékou Touré. Et puis, il y avait Modibo Keïta. Il a créé ça avec Modibo Keïta et d'autres personnes. Sauf que Houphouët-Boigny, il a été récupéré par la France très rapidement. Voilà. Parce qu'au départ, ça n'a pas toujours été le cas. Il a été récupéré par la France. Vous voyez, je fais exprès de tourner pour montrer la Tour Eiffel, là, parce que ce serait un peu dommage de se faire filmer sur l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro et puis de ne pas montrer la Tour Eiffel. Voilà. Alors, donc, Houphouët-Boigny, par la suite, a été récupéré par les Français. Et donc, je rappelle toujours que c'est lui qui est le père de la France-Afrique. Hein, et c'est la raison pour laquelle je dis tous ceux qui sont les héritiers d'Houphouët-Boigny, je parle sur le plan politique, ils devraient raser les murs. Parce que la France-Afrique, c'est elle qui nous met la situation dans laquelle nous sommes depuis des décennies. C'est la France-Afrique qui a créé le franc CFA. C'est la France-Afrique qui installe les bases militaires françaises là-bas, dans toute l'Afrique pratiquement. En Côte d'Ivoire notamment. Pour ne pas dire en particulier. Vous comprenez ? Et moi je dis, je fais preuve de mon bon sens en disant quoi ? En disant que certains vont répondre en disant oui mais les bases militaires sont là pour les djihadistes, les pseudo-djihadistes d'ailleurs. Mais je dis mais attendez, toujours comme je fais concours d'honnêteté, je dis mais il faut regarder les dates d'installation de ces bases-là. Quand la base a été installée en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on parlait des djihadistes? Non, donc c'est pas le propos. Voilà. C'est vraiment faire diversion, c'est pour distraire les gens. Et maintenant on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, il est question de dire la vérité aux gens. Surtout quand il s'agit là de l'intérêt général. Voilà. Quand il s'agit des intérêts privés, bon mais chacun fait ce qu'il veut. Mais quand c'est général, c'est une obligation légale, c'est absolu, bien entendu. Sinon on est dans l'escroquerie. Voyez-vous? Donc il n'a pas cité de nom, mais il a ironisé sur les Africains, là, ses homologues, qui soient du Togo, qui soient de la Côte d'Ivoire, l'allusion à M. Alassane Ouattara, et puis peut-être M. Konan Bédi auparavant, et puis qui encore celui du Bénin, qui encore celui du Gabon, qu'est-ce qu'il y a encore Tchad, qu'est-ce qu'il y a encore Niger, Burkina Faso, qu'est-ce qu'il y a encore que j'oublie, vous voyez la zone CFA là où il y a les 15. Bon, heureusement qu'il y a une nouvelle génération au Mali. Je pense rendre hommage, là, j'en profite pour saluer le président Ami Goïta, qui vraiment rentre dans l'histoire par la grande porte. Parce qu'il est dans la lignée des Sankara, dans la lignée de, le président Jerry Rawlings, qui a créé la démocratie au Ghana. Voilà. Et Jerry Rawlings, il faut bien comprendre que c'est une ancienne colonie anglaise, et vous voyez, les Anglais l'ont laissé faire. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé vivre sa vie. Alors qu'il était de la même génération que Thomas Sankara. Et qu'est-ce que fait la France? Eh bien, elle, comme elle a une maladie de paternalisme, une maladie de mépris vis-à-vis du noir, de l'Africain, eh bien, elle dit non, je dois être là avec toi tout le temps, derrière toi, parce que quand je suis gentil, je te considère comme un handicapé lourd, parce que tu as besoin d'être assisté, tu as besoin de tutelle.
Et si je suis méchant, je dis je te considère comme un esclave jusqu'à la fin de tes jours. Voilà comment la France voit les Africains. Bon, ça je l'ai déjà dit maintes reprises, mais je suis tellement convaincu que je vais le dire tout le temps. Vous comprenez? Donc le président Laurent Gbagbo, vraiment, il a été épatant, dans une simplicité extraordinaire. C'est ça que... Parce que je dis, quand je l'écoutais parler, je pense justement à M. Alassane Ouattara et je pense aussi à M. Konan Bédié, c'est-à-dire qu'ils sont de sa génération à peu près, aujourd'hui, qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et je dis quoi? Je dis, mais M. Gbagbo est un homme du peuple, dans le sens où quand il raconte des anecdotes, mais ça parle à tout le monde, en tout cas à la masse, à un plus grand nombre. Alors que si on écoute M. Ouattara, mais c'est très très rare, vous n'avez même pas dit jamais il parle des expériences qu'il a vécues dans le passé. C'est-à-dire quand il était au lycée, quand il était étudiant. Hein, raconter ça au peuple, c'est nécessaire parce que tu es le représentant du peuple. Hein, soi-disant. C'est pareil pour M. Konan Bédié, qui je crois aujourd'hui a 86 ans. Donc Gbagbo n'a pas arrêté lors de son discours là à dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus vieux que lui qui continuent à faire de la politique. Il faut lui foutre la paix. Et là maintenant, il est question de répondre au député, comment dire, Tiemoko Assalé, Antoine Tiemoko Assalé. C'est un patron de presse, hein, il a créé son journal, je crois, en 2011. Et c'est tout un symbole. Bon, son journal, c'est l'éléphant déchaîné. L'éléphant déchaîné, évidemment, un clin d'œil au canard enchaîné français. Hein. Bon, mais au fond, je le trouve intéressant parce qu'évidemment, il est question de faire preuve de transparence pour tout ce qui concerne la gestion du bien public. Donc, à ce niveau-là, je suis partisan. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, et c'est là où j'ai dit le président Gbagbo, là, dans son discours, lui a apporté une réponse, parce que lui, aujourd'hui, il a décidé, en tant que député, de faire une proposition de loi pour limiter l'âge pour participer, concourir en tant que candidat pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, on nous parle de 75 ans. Pour ne pas dire qu'on vise directement M. Gbagbo, en l'occurrence, il n'y a pas que lui, mais en tout cas là, c'est lui qui est visé par cette loi-là. Mais il ne s'en cache pas, M. Assalé, Tiemoko, il le dit. Il dit, voilà, ces trois-là, ce sont eux qui sont à l'origine de, comment on appelle ça, les problèmes, la crise que la Côte d'Ivoire traverse depuis des décennies. Oui, messieurs, mais sauf que, il faut aussi dire la vérité. M. Ouattara a été mis par la France. Et d'ailleurs, M. Gbagbo parle on l'a enlevé pour des raisons obscures. Là, il fait dans l'élégance au niveau des propos. Mais oui, c'est-à-dire, on n'est pas nommé les choses. Il faut dire qu'il a écrit, enfin, en tout cas, M. Mattei, qui est maintenant décédé, le journaliste Mattei a écrit 2 bouquins avec lui et il a raconté en détail tout ce qu'il a vécu, tout ce qui s'est passé dans, comment on appelle ça, son arrestation et puis son transfert à la CPI, le fait que la France a préféré mettre M. Ouattara. Bon, donc les choses sont claires. Donc je me dis, étant donné que tout le monde est au courant de ça, pourquoi vous voulez faire économie de dire la vérité? Surtout quelqu'un comme vous qui travaillez pour investir, hein, journaliste d'investigation, sur tout ce qui est magouille et tout ça. Mais il y a un manque de cohérence. Vous voyez, vous n'avez pas assez de courage parce que c'est ça qui manque. Mais dans ce cas-là, j'allais dire, il faut vous exiler et puis continuer à dire la vérité. Parce que je comprends que ce n'est pas évident quand on est en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas la démocratie. Mais il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Vous voyez? Parce que là, il a l'air sûr de lui en disant oui, c'est moi qui ai trouvé la bonne idée et qu'il est question de les mettre. Non, c'est un opportuniste, moi je crois, en y réfléchissant. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il dit voilà, je vais mettre ça à l'ordre du jour à l'Assemblée puisque je suis parlementaire. Et puis je demande à ce que tous les parlementaires, hein, quels que soient les bords, de venir me rejoindre de manière à ce que définitivement nous retrouvons la paix. Non, il faut arrêter de se mentir à soi-même. À vrai dire, à dire vrai, je crois que ce qu'il nous faut, ben, c'est une conférence nationale, justement. Une conférence nationale où on va demander à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, qui est inclusive et chacun va venir vider son sac. Mais bien entendu, parce qu'on va prendre l'expérience de certains pays, je pense au Rwanda, mais je pense surtout en Afrique du Sud, où l'apartheid a régné pendant 40 ans. Et les Sud-Africains, quand l'apartheid s'est arrêté à la libération de M. Nelson Mandela, eh ben, on a demandé à tous les Sud-Africains de venir vider leur sac. C'est très important, c'est indispensable. Parce qu'on se dit quoi? On se dit qu'on est amené à vivre ensemble, donc c'est un préalable pour repartir sur de bonnes bases. Or là, en Côte d'Ivoire, on veut faire l'économie de cet exercice-là, de cette, comment dire, cette expérience qui est très très riche et qui est très honnête et qui est profitable normalement à tout le monde. Donc, je reviens au Congrès et on a vu comme invité des personnalités. Et il y avait une personnalité très marquante, c'est l'opposant tchadien, M. Masra, qui est très brillant. Très brillant, je crois qu'il a pour
je crois, camarade Ousmane Sonko. Si j'ai bonne mémoire, je crois que Sonko d'ailleurs lui avait rendu visite à l'époque pour la campagne électorale. Voilà. Bon, mais évidemment, en l'absence de démocratie, des gens comme ça, très brillants, c'est du gâchis. Donc j'espère qu'un jour, il pourra présider, comment dire, la destinée du Tchad. Et vous comprenez que les Français, étant donné que la confiture est bonne, c'est-à-dire que leur bien-être, ils le doivent à l'Afrique, ils ne lâcheront pas l'affaire d'aussitôt. Il faut bien le comprendre. Donc, il faut se préparer pour les affronter, pour les faire partir de gré ou de force. Les choses sont claires. Faire partir la France de gré ou de force. Et je parle de la France institutionnelle. C'est-à-dire que l'armée française, d'abord en premier, pour moi, c'est indispensable. Parce que je vous dis, c'est l'armée française qui protège tout ce monde-là. Tout ce monde. Et après, évacuer le CFA. D'ailleurs, même, j'ai toujours pensé, je dis, mais si l'armée française plie bagage définitivement, vous allez voir que le CFA va suivre. Ça me paraît tellement évident, moi, mais pour ça, deux fois, je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Bon, enfin bon. Chacun a sa capacité de réception, d'analyse. Donc, pour dire quoi? Pour dire que M. Assalé, ben, il a eu sa réponse, parce que M. Gbagbo a dit, lors du congrès, là, lors de son discours, pour clôturer le congrès, qu'il est un homme libre, voilà, et que personne ne doit décider de quand est-ce qu'il doit arrêter de faire de la politique. S'il doit briguer à nouveau la présidence, tout ça, c'est son problème. J'aime bien parce qu'en plus, il parle en langage ivoirien. Il dit, c'est mon problème, c'est quoi votre problème? Et il dit, quand je faisais de la politique à l'époque, est-ce que je vous ai demandé votre avis? Et il dit, est-ce que c'est vous qui m'avez élevé? Même mes parents, je n'ai même pas demandé leur avis pour commencer à faire de la politique. Donc en fait, je suis un homme libre et donc je vais décider à quel moment je vais arrêter de faire de la politique. Et les choses sont claires. Voyez-vous? Donc je pense que franchement, c'était un plaisir, ceux qui étaient là-bas sur place. Déjà, nous qui avons regardé ça, alors je profite aussi pour saluer le frère Kofi, hein, qui a sa chaîne là, LVTV, hein, parce qu'il est vraiment très courageux. Je dis toujours qu'il me fait penser à... Alors, on a les journalistes sportifs, mais lui, c'est la manière dont il fait ses chroniques, en tout cas, il commente l'actualité ivoirienne, là, en particulier. Eh ben, il me fait penser à un journaliste sportif, mais là c'est pour la politique, c'est assez drôle. Voilà. Mais très intéressant parce que c'est un patriote. Voilà. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est l'héritage de Houphouët-Boigny. Voilà. C'est là où on va voir les limites. Mais cela dit, bon, on va essayer de s'entendre parce que ce qui nous importe, c'est l'intérêt des Africains, hein, du peuple africain. Et puis, d'ailleurs, M. Laurent Gbagbo, lors de ce discours, s'est adressé aussi aux Gors. Les Gbagbo ou rien. Pourquoi? Mais parce que quand ils parlent de panafricanisme, mais les Gors, eux, enfin, il n'y a pas que les Gors, hein, parce que je crois que c'est généralement un sentiment ivoirien, ça. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, notre pays est beau, il est construit et tout, les autres nous jalousent et tout, il faut arrêter avec ça. Mais oui, le panafricanisme, c'est dire que tu es burkinabé, tu es malien, tu es, comment dire, tchadien, tu es du Niger, tu es du Nigeria, tu es du Ghana, tu es chez toi. Et vice-versa. Tu es béninois. Hein? Tu es angolais. Vous voyez? Tu es capverdien. Je dis Cap-Vert parce que l'actualité montre qu'il y a l'opposant là qui vient de gagner et ça s'est passé dans la paix. Voilà. Un pays souverain. Un tout petit pays et puis les gens là-bas, ils vivent en bonne intelligence. Voilà. Alors que, donc on a des exemples. C'est pas comme quelque chose que, si on demandait à la Lune de faire vivre la démocratie, de faire vivre la bonne gouvernance. C'est pas lunaire. Maintenant c'est vrai que la France, étant donné que c'est un pays qui n'est pas démocratique, donc vous comprenez que tous les pays là, satellites, enfin en tout cas les pays qui sont sous sa tutelle, eh ben, c'est difficile de parler de démocratie, évidemment. Parce que le maître lui-même, il n'est pas... Moi je dis qu'elle est disqualifiée, la France, depuis fort longtemps. Parce que quand je la compare avec les autres pays européens, je lui dis, elle est disqualifiée parce que les basiques n'y sont pas. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils manifestaient pacifiquement. Je reviens toujours à l'expérience des Gilets jaunes parce que je dis, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça en France. Vous voyez, hein, plus de 30 personnes éborgnées, 11 personnes qui sont mortes au moins, et puis des gens qui sont arrêtés arbitrairement, jusqu'à aujourd'hui au moment où je parle. Il y a des gens même qui sont assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller pointer au commissariat s'ils doivent se déplacer à Paris. Vous voyez, n'importe quoi. Et là, on veut prétendre à dire qu'on est démocrate ou on est... Non, 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 non. C'est tout, mais pas la démocratie. C'est la dictature qui ne s'assume pas. Voilà ce que je dis, moi, en ce qui concerne la France. Donc je dis, si la France n'est pas démocratique, on comprend très aisément, on comprend très facilement que ces pays-là, dont elle a la tutelle, c'est-à-dire les 15 pays, hein, au moins, hein, la zone CFA, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, voilà, qui ne puissent pas être démocrates. Vous voyez, donc maintenant, le moment est venu, plus que jamais, eh bien, de mettre en pratique, hein, le discours de M. Laurent Gbagbo,
Et puis de s'entourer des gens qui ont, j'allais dire, le même état d'esprit que lui, c'est-à-dire des gens désintéressés. Et non pas des gens qui viennent là pour faire les petits malins, se faire les rusés et s'en mettre plein les fouilles, jouer les égoïstes. Et puis pendant ce temps-là, le peuple, il n'a pas d'éducation, le peuple n'a pas à manger, le peuple n'a pas à se soigner, surtout. Vous comprenez? Donc on sait maintenant, là, c'est depuis fort longtemps, mais je veux dire qu'il n'y a plus de contradiction ou de discussion à avoir sur le fait que M. Alassane Ouattara, il est au service de la France. Et pour terminer, j'allais dire que ils vont se retrouver, je pense. Et ça, c'est de la politique. Parce que lui, comme je dis toujours, que faire de la politique, c'est comme un poisson dans l'eau. Et que M. Ouattara est un homme d'affaires. Donc il n'est pas dans son, comment dire, il n'est pas dans son élément. Voilà. Monsieur Bédier, lui, bon, c'est un fils à papa parce que c'est le fils, j'allais dire, naturel de Houphouët-Boigny. Que dis-je? Oui, le fils naturel de Houphouët-Boigny, puisque le Houphouët-Boigny l'a eu hors mariage. Voilà, donc c'est le fils. Donc lui, il a profité de ça. Il a profité d'être le fils à papa. Oh, monsieur Gbagbo, c'est un enfant du peuple. Regardez là ce qu'il a raconté quand il était au lycée, pour l'année où il passait son bac. Il disait que, voilà, comment dire, à un moment donné, par manque de moyens, il a failli arrêter. Et puis, ses deux copains à lui, et il fait toujours ces genres d'exercices où il raconte son passé. C'est des leçons de vie, parce que c'est des valeurs, ça. Voilà, ne pas oublier ceux qui t'ont aidé. Hein. Il le raconte souvent. Vous voyez? Et donc, il disait qu'il voulait abandonner. Et puis, c'est les copains, là, il y en a deux qui l'a cité. Il dit que c'est grâce à eux qu'il finalement, il est resté à passer son bac. Sinon, il allait décrocher. Et ils lui ont dit, mais non, passe le bac parce qu'après, tu vas avoir la bourse. Et quand tu as une bourse, voilà, ça te donne une certaine aisance pour continuer les études ou de pouvoir vivre. Voilà. Vous voyez, bon, il a donné d'autres exemples, hein, évidemment. Mais c'est très, très intéressant. Vous comprenez? Donc, je pense, quand je disais tout à l'heure qu'ils vont se retrouver, je pense à Mme Simone Gbagbo, qui était en déplacement au Congo RDC. Et puis, je pense à Charles Blé Goudé. Alors, le pauvre, j'allais dire. Mais, j'ai dit déjà dans une des vidéos passées, j'ai dit que la patience est une vertu. Surtout quand tu as raison. Parce que Blé Goudé, tu as raison. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut juste vraiment prendre sur toi-même pour patienter parce que tu as l'avantage de l'âge. Et bien entendu, tu as l'avantage de l'âge. Et que par conséquent, ton heure viendra. Parce que de ta génération, tu es celui justement qui est dans la continuité du Gbagbo. Je l'espère, je le souhaite. Et ne pas faire de la politique pour autre chose que servir l'intérêt général. Voilà. Et en plus, quand je regarde le nom de ton parti, bon, mais c'est avant même la création du parti de M. Gbagbo, c'est se veut panafricain, le COGEP. Voilà. Vous voyez? Et pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire pour ne pas oublier? Parce qu'après, quand je coupe, après, je me dis, tiens, j'ai oublié. Bon, mais on aura toujours l'occasion de revenir, évidemment, évidemment. C'est un bonheur, vous comprenez? Moi, je dis, bon, c'est une thérapie, naturellement, parce qu'il faut évacuer, il faut dire ce qu'on pense. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention, parce que je crois que la vidéo que j'ai faite à Montpellier a vraiment réalisé un score. Quand on regarde ce que j'avais fait auparavant, qui tournait dans des scores un peu plus faibles. Mais bon, moi, je sais où j'en suis. Parce que si YouTube jouait le jeu, je vous dis, quand ils ont coupé ma chaîne en décembre 2020, j'étais à plus de 15 000 abonnés. Voilà, 15 000 abonnés. Hein, je ne suis pas en train de parler de variété ou de voilà, le ciel est bleu, les hirondelles. Donc c'est pour dire que, en général, quand tu parles des futilités, voilà, ils réalisent des millions de scores, alors que là, on va à l'essentiel, on parle de l'essentiel, le vivre ensemble. Et de dire toujours que ceux qui veulent faire du business, aller faire autre chose. Et que faire de la politique, ça doit être réservé qu'à des gens qui sont animés, hein, qui sont à même de servir l'intérêt général. C'est de ça dont il s'agit. Alors je ne peux pas oublier, évidemment, de saluer aussi le professeur Mamadou Koulibaly, parce que, comme j'ai dit souvent, je termine là-dessus, qu'en Côte d'Ivoire, il y a 4 personnes qui sont craintes par l'établissement français, l'oligarchie française, les dirigeants français. En premier, c'est Charles Blé Goudé. Et en deuxième position, j'hésite toujours entre Mme Simone Gbagbo et puis le professeur Mamadou Koulibaly. Et le président Gbagbo n'arrive qu'en 4e position, parce qu'il est dans une situation de conciliation. Alors que je dis qu'on a du recul, et c'est la raison pour laquelle, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec, comment dire, toute la considération, on va dire, eh bien, moi, je suis plutôt à soutenir d'abord M. Mamadou Koulibaly, et puis si je classe en 2e, je vais mettre Charles Blé Goudé, puis en 3e, je vais mettre Mme... comment dire, Simone Gbagbo, et puis en 4e, le président Gbagbo. Voilà. Voilà mes candidats en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tout le reste, ben, c'est des gens qui veulent prendre la place de M. Ouattara pour faire comme lui, si ce n'est pire. Vous comprenez? Et quand je dis ça, il y a un certain Guillaume Soro, et je répète encore, à qui veut l'entendre, aux partisans de Soro,
que le meilleur service que Soro puisse rendre à la Côte d'Ivoire, c'est de se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire et non pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour lui. Dixit, je crois que c'était le président Kennedy qui avait sorti ça à l'époque. Voilà, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais voilà, je répète ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ma vidéo précédente par rapport à ça. Donc Guillaume Soro, eh ben, j'ai dit en termes d'image qu'il a épuisé ses cartouches avec le passé qu'il traîne. Eh ben, il faut qu'il se mette à la retraite. Mais oui, mets-toi à la retraite, c'est le meilleur service que tu puisses rendre à la Côte d'Ivoire. Et non pas... Parce qu'il est toujours animé dans le vieux système. C'est-à-dire qu'il rêve de se faire, comment dire, adouber par la France ou par les États-Unis, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas dans la démarche d'un blé goudé. C'est-à-dire qu'il veut venir convaincre le peuple par le verbe. Voilà. Ou M. Gbagbo qui veut convaincre le peuple par le verbe. Voilà. Guillaume Soro n'est pas dans cette démarche-là. Parce que je vous dis, s'il y a une élection transparente, vous allez voir qu'il ne pourra pas tenir, il ne pourra même pas réaliser un gros score. Non, parce que ce n'est pas son milieu naturel. Voilà. Alors que Blé Goudé, M. Gbagbo ou M. Mamadou Koulibaly, ils sont dans leur milieu naturel quand il s'agit d'agir pacifiquement pour convaincre le peuple par le verbe. Et puis le peuple, quand il est convaincu, eh ben, il désigne la personne qu'il estime, oui, la personne considérée comme capable pour conduire son destin. Voilà, excusez-moi parce que je vais terminer là. Hein, voyez-vous? Donc, je vais citer Jean-Luc Billon. Non, il va faire pire que M. Ouattara. J'ai déjà cité Soro, il va faire pire que M. Ouattara. Qui Afin Guessan, pire que M. Ouattara. Et d'ailleurs, là aussi pareil, j'allais oublier. En fait, M. Gbagbo, vraiment, il a mis M. Afin Guessan à la retraite. Là. Alors, il va peut-être toujours garder son mandat de député, mais il va être tout seul. Ça n'a pas de sens, enfin. En tout cas, il a brisé toutes ses... Comment dire son aventure et puis ses projets. Hein. Il était en collaboration avec la France, piloté par la France, et puis M. Alassane Ouattara pour venir emmerder M. Gbagbo. Mais M. Gbagbo, comme on dit, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, il a compris ça très tôt. Et j'aime bien l'image qu'il avait donnée en lui répondant en disant je garde le parti, c'est juste l'enveloppe, et puis moi j'ai le contenu. Or, c'est le contenu qui est le plus important. La démonstration est faite. Donc je vous dis, c'est très intéressant pour les semaines, les mois qui viennent en Côte d'Ivoire. Hein, sachant que il faut vraiment réfléchir très sérieusement à M. Tiemoko là, hein, au lieu de voter des lois, mais il faut plutôt pencher sur organiser une conférence nationale où tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, viennent vider leur sac. Puis après, on va repartir sur des bonnes bases en utilisant les travaux pour créer une nouvelle constitution. C'est de ça dont il s'agit. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.